Très bien. Comme je vous le disais donc précédemment, on va terminer cette matinée donc avec une conférence inaugurale donc qui vous est présentée ce matin donc par Monsieur Jean-François Dortier, qu'on a vraiment le plaisir et l'immense honneur d'accueillir. Donc Jean-François Dortier. Vous voyez, en médecine, on est vivant. Donc Jean-François Dortier est le créateur et le rédacteur en chef de la revue Sciences Humaines. Dont il prendra peut-être le soin de vous en parler donc quelques instants. Cette revue Sciences Humaines est une revue effectivement donc que vous pouvez trouver, qui est accessible dans tout bon maison de presse, tout bon kiosque, et c'est une revue d'un très bon niveau scientifique, technique, philosophique, et qui aborde de manière effectivement tout à fait remarquable sur des revues monothématiques ou très généralistes, énormément de questions de la société, qu'elles soient dans le champ de l'anthropologie, de la philosophie, des questions sociales, de psychologie. Et moi, je prends toujours beaucoup de plaisir, effectivement, donc, à parcourir et à lire ces numéros. Donc, je ne suis pas là pour faire de la promotion et de la pub, mais si, peut-être que certains d'entre vous déjà la connaissent, je vous invite effectivement donc, à la découvrir. En tout cas, ce matin, c'était surtout pour effectivement donc l'exercice de style que l'on a demandé à Jean-François, c'était de faire justement un petit peu un propos introductif sur cette question du bonheur. Et je crois qu'il va nous inviter à un voyage. Et je l'en remercie. Je vous demande encore sincèrement, une fois que je vais passer le micro, de diminuer, comme disait Jean-François, donc les AK, pour que l'enregistrement puisse se faire dans de bonnes conditions, et ça a déjà démarré. Voilà. Merci en tout cas de votre attention, merci à Jean-François, et puis bonne conférence. Merci beaucoup. Merci à tous. Bon, vous êtes bien. Vous savez ce qu'on va faire? Moi, j'ai pas l'habitude d'intervenir devant un public aussi animé et aussi nombreux. Donc là, j'ai vu qu'il y avait donc des étudiants capables de faire un beau haka. Si vous voulez bien, je vais vous demander de me le refaire, je vais vous filmer, puis après on arrête. D'accord ? Merci à vous, ça va beaucoup impressionner ma femme et mes enfants quand je vais leur montrer ça. Donc, allons-y. On m'a demandé d'intervenir sur une question très simple. Le bonheur, comment ça marche? Ce que m'a demandé Pierre Fourneret. Donc, j'aime bien les défis compliqués. C'est ce que je vais essayer de faire en 1h15. En 1h15, donc le bonheur, ça vaut pas plus. Vous allez comprendre pourquoi. C'est une question difficile et simple à la fois, déroutante, qu'on s'est tous posé et qu'on se posera toujours au cours de sa vie. Moi, ce que j'aime, effectivement, c'est traiter ça dans le cadre de Sciences Humaines, la revue que j'ai créée il y a maintenant 20 ans. Il y a quelques années, j'avais fait un numéro qui s'appelait « Les lois du bonheur ». Parce que je pense qu'il y a des lois du bonheur. Je vais essayer de les expliquer. Donc ça vaut le coup d'être là. Hein. Le dernier numéro s'appelle « Vivre en temps de crise ». C'est marrant, hein, comme les temps changent. Mais est-ce qu'on peut être heureux en temps de crise, par exemple? Bonne question. Donc, on va essayer de l'aborder. Je vais le faire à ma manière. Je pars de questions simples. J'essaye d'apporter les réponses les plus claires possibles, en tout cas celles que j'ai comprises, sans exégèse inutile. Et on essaye de voir la pertinence
des réponses qu'ont apportées les philosophes, mais également, parce que c'est ce qu'on va découvrir, il y a depuis, disons, une vingtaine d'années, le thème du bonheur, ça a été emparé par les sciences humaines aussi. J'entends par sciences humaines, pour moi, au sens très très large, tout ce qui est l'étude de l'être humain. J'y inclus donc autant la théorie de l'évolution, parce que nous sommes des primates, et je pense que l'éthologie a à voir pour comprendre les êtres humains, que la neurobiologie, jusqu'à la littérature, en passant bien sûr par les sciences humaines que sont la sociologie, l'histoire, l'anthropologie, la psychologie et même l'économie. Il y a une économie du bonheur, une sociologie du bonheur, une psychologie du bonheur. Alors on va essayer de faire une sorte de, Pierre disait effectivement un voyage, je propose un voyage un peu candide de quelqu'un qui souhaiterait poser la question tout simplement, mais c'est quoi le bonheur? En allant voir des philosophes, leur demander comment, dans l'Antiquité, ils ont traité le problème, quelles furent leurs réponses, les limites de leurs réponses aussi. Et puis, on va aller voir ainsi différents spécialistes qui prétendent avoir apporté des lumières sur le sujet. Alors, allons-y. D'abord, quand on commence la question du bonheur, l'incontournable, c'est de partir dans l'Antiquité au temps des sagesses antiques, chez les Grecs. On commence toujours par là, je vais faire comme les autres, et on va voir ce que disaient donc les sages d'autrefois. Et on commence toujours par la définition d'Aristote, qui est le pape de la philosophie antique, si on peut dire, avec Platon, et qui définit le bonheur comme le souverain bien, ce à quoi aspirent tous les êtres humains, dit-il. Et donc, c'est le but de toute vie, dit-il, mais la question se pose, mais oui, mais alors qu'est-ce que c'est? Comment le définir? Est-ce que, par exemple, le bonheur, c'est le plaisir? Si c'est le plaisir, est-ce que c'est un plaisir matériels, les plaisirs des sens, la nourriture, la sensualité, la sexualité, ou des plaisirs des relations humaines, l'amitié, l'amour, ou des plaisirs de l'esprit. Donc déjà, le mot plaisir, lui, il est un peu vague. Et puis, il y a des plaisirs intenses et des plaisirs qui sont plus modérés. Il y a presque une loi qu'on pourrait établir de l'intensité du plaisir et inversement proportionnelle à sa durée. Par exemple, une joie, le concept de joie, qui est intégré au bonheur. La joie, c'est quelque chose d'éphémère et d'intense. La sérénité, c'est quelque chose qui a une plus longue durée, mais qui forcément est moins intense. Donc quand on dit le bonheur, c'est la recherche des plaisirs, oui, d'accord, mais on n'a pas beaucoup avancé. Donc il s'agit d'avancer un petit peu vers les différentes formules qui ont été proposées par les auteurs antiques. Alors commençons par eux. Un des courants les plus principaux de la philosophie antique à propos du bonheur, c'est ce qu'on appelle l'hédonisme. Donc la recherche des plaisirs. La définition première de l'hédonisme, un des principaux représentants de l'hédonisme, alors il y en a plusieurs, il y a Épicure, on va en parler, mais il y en a un autre qui est un peu moins connu, qui s'appelle Aristippe de Cyrène. Un beau nom, hein, ça a de la gueule, Aristippe de Cyrène. C'est un philosophe dont on sait peu de choses. Il a vécu à Cyrène, aujourd'hui c'est en Libye. C'était un élève de Socrate, l'autre grand monument de la pensée classique. Et il était tenant de cette théorie hédoniste de base qui consiste à dire être heureux, c'est rechercher les plaisirs. Rechercher les plaisirs d'ici-bas. Donc les plaisirs, on pourrait dire charnels, plaisirs matériels, la nourriture, la sensualité. Alors, on peut conjecturer d'ailleurs beaucoup de choses sur ce que disait Aristippe de Cyrène, parce qu'en fait on n'a aucun de ses textes. Hein. On le connaît de façon indirecte par des commentateurs qui ont parlé de lui. Aujourd'hui, un des représentants d'Aristippe de Cyrène, c'est M. Michel Onfray, philosophe dont vous avez entendu parler, très médiatique, et c'est en quelque sorte son maître à penser, Aristippe de Cyrène. Alors, mais qu'est-ce que ça veut dire recherche des plaisirs? Par exemple, on en a une expression aujourd'hui très contemporaine quand on dit que le plaisir, c'est s'éclater. Bon, c'est s'éclater, c'est rechercher c'est la fureur de vivre. Est-ce que, par exemple, le bonheur, ce serait ça? Ce serait chercher à tout prix le maximum de plaisir matériel à travers la nourriture, le sexe, la fête, les amis, bref. Ibiza au XXIe siècle, c'est Aristippe de Cyrène à l'époque.
Donc on peut s'interroger sur cette vision du bonheur qui est le maximum de plaisir, le plus intense, le plus fréquent et de nature matérielle. Alors cette vision de la philosophie, je vous dis donc, elle a une inscription très contemporaine hein, dans la fureur de vivre. Il y a l'expression de Michel Onfray dit le bonheur. Il reprend une expression de Chamfort. Chamfort, c'est un auteur du XVIIIe siècle, un peu importe. Il dit c'est jouir et faire jouir sans ne faire de mal ni mal à aucun autre. Ce serait ça, finalement, la définition de l'hédonisme. Jouir et faire jouir sans me faire de mal ni faire de mal à aucun autre. Est-ce que c'est tenable? On peut se poser la question, est-ce que c'est tenable comme mode de vie? Parce que, par exemple, nous sommes dans des sociétés où justement on a beaucoup de sollicitations, on a une capacité de pouvoir avoir des plaisirs matériels en abondance. Et ça aboutit à un paradoxe quand même, qui est celui que le plaisir, quand il est trop intense, quand il est trop fréquent, il va créer des phénomènes d'addiction, dont on reparlera plus tard au cours de ce cycle. Vous savez qu'il y a, puisque vous êtes en médecine, un centre du plaisir dans le cerveau, un circuit de la récompense qui n'est pas isolé sur un point, mais enfin, en général, on a réussi à trouver ce qui était le septum et le noyau accumbens, qui est niché au cœur du système limbique, et quand on le sollicite, eh bien, ça crée un plaisir intense, ressemblant à celui d'un orgasme sexuel, ou alors, pour un gourmand, celui de manger une glace à la fraise, enfin, tout ce qui est les plaisirs intenses de la vie sont sollicités. Alors on a fait, dans les années 50, il y a une expérience qui a été faite auprès de rats, par un Américain qui s'appelle Holtz, et qui a mis, greffé à l'intérieur du noyau accumbens d'un petit rat, une électrode, et qui permettait au rat de pouvoir appuyer et s'envoyer une propre décharge. Bon. Et quand le rat a compris que la petite décharge, quand il appuyait sur la manette, ça lui envoyait, ça excitait son centre du plaisir, alors il s'était mis à le faire de façon frénétique, en arrêtant même de manger, et jusqu'à 5000 fois par minute. C'est énorme. Donc c'était une excitation permanente. Bon. Alors je vois que ça fait rêver certains d'entre vous, mais après tout, ce système de stimulation intense, c'est ce qu'on retrouve aussi dans les drogues. C'est ce que procurent les drogues. Or, chacun le sait aussi, le propre de la drogue, c'est de provoquer un plaisir intense, mais de provoquer aussi une addiction. Et de provoquer une sorte de gueule de bois une fois que c'est terminé. Donc, en quelque sorte, on devient dépendant de ce plaisir intense, on y est enchaîné, et comme le montrent ensuite la plupart des expériences des drogués, peu à peu, la courbe du plaisir diminue, la dépendance augmente, la liberté de choix de le faire diminue, la dépendance augmente. De sorte qu'au bout de quelque temps, outre le côté un peu épave de la personne qui devient dépendante aux drogues dures, aux drogues intenses, il s'habitue, parce qu'il y a un phénomène d'habituation du cerveau, qui fait que le plaisir devient de moins en moins intense, et la douleur, la souffrance du manque, elle augmente. Et les raisons pour lesquelles on s'était mis à se droguer, c'est-à-dire trouver du plaisir et la liberté, souvent, qui était celle de l'interdit, devient, au bout d'un moment, les raisons qui nous cherchent à nous faire quitter la dépendance, parce qu'on a perdu toute liberté et on a perdu le plaisir. Par contre, la souffrance s'est mise à augmenter. En gros, c'est le phénomène de la gueule de bois aussi. Vous faites un grand plaisir en soirée, vous buvez beaucoup, et le lendemain, vous avez mal au crâne. Donc l'idée du plaisir intense, la fureur de vivre, ça fonctionne un peu comme sans doute sur une période limitée de l'existence, dans des périodes bohèmes, ou peut-être sur une soirée, ou quelque temps. Mais ça peut difficilement être un mode de vie en permanence. Et cette définition du bonheur, donc, elle est peu crédible, à mon avis. Donc il y a eu d'autres auteurs qui ont cherché une définition un peu plus, on va dire, mesurée ou modérée du plaisir. Et je pense notamment à Épicure. Alors quand on parle d'Épicure et des épicuriens, il y a une fausse idée du terme, puisque justement le mot épicure au sens ordinaire veut dire les plaisirs des gens qui sont des hédonistes parce qu'ils aiment les plaisirs de la vie. Les plaisirs de la vie, c'est toujours à peu près les mêmes, justement. C'est la sensualité, c'est la nourriture, c'est le bon vin, c'est l'amitié, c'est... bon. Alors Épicure qui vivait vers...
le IVe siècle avant Jésus-Christ, avait créé à Athènes un jardin d'Épicure. Alors le jardin d'Épicure, c'était un peu comme... C'était une école philosophique. À l'époque, on faisait des écoles philosophiques. Hein, c'était des gourous qui rassemblaient leurs étudiants. Et donc, dans ce jardin d'Épicure, on y cultivait les plaisirs modérés de la vie. C'est-à-dire qu'Épicure nous dit, bien sûr, le but de la vie, c'est le bonheur, c'est le plaisir, mais il faut distinguer les désirs. Et pour avoir le plaisir, il faut satisfaire un désir. Mais il y a les désirs qui sont naturels et ceux qui ne le sont pas. Il y en a qui sont nécessaires et d'autres qui ne le sont pas. Donc, par exemple, en matière de nourriture, pour être très concret, c'est pas d'être un fin gourmet qui est important, mais d'apprendre une nourriture saine. C'est d'apprendre à apprécier les choses simples. Ça nous parle aujourd'hui parce que c'est un peu... En gros, il faut manger bio. Hein, si Épicure était là aujourd'hui, il dirait qu'il faut manger bio. Pourquoi ? Parce que c'est lié intimement à sa philosophie du bonheur, qu'il résumait à travers... Lui, il disait d'ailleurs, la philosophie, c'est une médecine de l'âme. La médecine de l'âme, selon Épicure. Et donc, le but, c'est de traiter les souffrances et puis d'apporter un maximum de santé, d'équilibre intérieur. Alors, où trouver cette santé ? Alors, il y a une formule en quatre leçons de vie. On appelle ça le tétrapharmacon. Tétrapharmacon, ça veut dire 4, tétrapharmacon, c'est le remède. Et donc, quels sont ces remèdes de la vie, dit-il ? 1. Ne pas craindre les dieux. Il n'était pas athée, hein. À l'époque, il y avait peu de gens athées, ils étaient polythéistes. Les dieux, c'était Jupiter, c'était Mars, c'était ça. Mais finalement, ils ne s'intéressent pas aux êtres humains. Donc, c'est pas la peine de soucier des dieux. 2. Ne pas craindre la mort. Alors là aussi, c'est une idée aujourd'hui qui est devenue banale. Quand je serai mort, finalement, je ne ressens plus rien, donc c'est inutile de craindre ce qu'il adviendra quand je serai mort, puisque je ne serai pas là pour éprouver la mort elle-même. Et donc, tous les fantasmes qu'on a de la mort, enfermé au fin d'un trou, ou privé de vie, ça n'a aucun sens, puisque je disparais et je ne suis plus rien, je n'éprouve plus rien, donc je ne dois pas craindre la mort. 3e leçon de vie, c'est rechercher les biens. Alors je vous l'ai dit, les biens pour lui c'était les biens, les plaisirs simples de la vie. Donc se nourrir de façon équilibrée, parce que et là il avait une idée qui est très contemporaine, hein, de la slow food ou de la nourriture bio. C'est-à-dire que si je mange trop, je ne vais pas être bien. Je vais grossir, je ne vais pas être bien dans mon corps. Si je ne mange pas assez, j'aurai faim. Donc il faut que je trouve un bon équilibre, une santé, un équilibre du corps. Et c'est la même chose pour l'amitié, c'est la même chose pour l'amour. Donc on rejette un peu les excès, les passions excessives, pour rechercher la simplicité, ce qu'on appelle aujourd'hui la simplicité volontaire. Et ça vaut évidemment pour le rejet des vanités inutiles que sont le goût du pouvoir, le goût des richesses, le goût qui au bout du compte se retourne toujours dans son contraire et qui dévore celui qui est prisonnier du toujours plus de gloire, de pouvoir, de vanité. Bon. Alors là aussi, ça c'est des choses qui nous parlent, mais on peut se demander si, au fond, ça peut être une philosophie de la vie. Est-ce que vouloir simplement être en bonne santé physique, aimer les choses simples, vivre dans le jardin d'Épicure, entouré d'amis, avoir des bonnes conversations, écouter de la musique, ça peut être une philosophie de la vie. Pas sûr, c'est une philosophie de vacances, c'est une philosophie pour gîte rural, certainement, mais ça ne répond pas aux problèmes essentiels de l'existence. Vous devez trouver un travail, vous devez passer un concours, vous devez... Eh oui Peut-être qu'un jour vous aurez des enfants, il faudra les éduquer. Et donc cette philosophie, et c'est une épreuve, et vous avez peut-être d'autres grands projets, et donc cette philosophie de la vie, on le comprend bien comme étant une posture contre les excès, mais est-ce qu'au fond, elle permet de se satisfaire pleinement de l'existence ? Pas sûr, parce que je vous dis, bon, avoir une nourriture équilibrée, c'est bien, mais on ne peut pas vivre uniquement pour ça. Alors il y a d'ailleurs des visions encore plus rigoristes de la tempérance au
au temps des Grecs, c'était le stoïcisme. Le stoïcisme, c'est l'autre grande formule. Je vous ai dit l'hédonisme d'Aristippe de Cyrène, l'épicurisme, et puis le stoïcisme. Alors, le stoïcisme, c'est un immense courant philosophique aussi en Grèce, et à Rome. Je crois que vous avez d'ailleurs en lecture obligée M. Sénèque, qui était un Romain, qui a fait ses lettres à Lucilius, qui est un des représentants de l'épicurisme. Avec les grands noms, c'est Épictète, Marc Aurèle, qui était empereur. Il faut savoir que le stoïcisme, donc, à l'époque romaine, c'était l'équivalent du christianisme. C'était d'ailleurs le concurrent. C'était à la fois une philosophie de la vie très générale, plutôt athée, qui pensait que tout est matière, donc qui ne croyait pas à l'existence des dieux, qui était une philosophie politique et également un art de vivre, comme ce doit être une philosophie au sens des Grecs, c'est-à-dire simplement une recherche de la vérité, mais aussi une recherche de l'art de vivre. Donc on était stoïcien, on portait une robe, on portait une barbe, on devait avoir une vie digne de ce nom, on devait faire honneur à l'humanité. Et donc faire honneur à l'humanité, on retrouve des thèmes quand même, qui est le bonheur, bien sûr c'est un objectif, mais c'est aussi une illusion. C'est une illusion d'un bonheur éternel, d'un bonheur absolu pour toute son existence. Et le premier pas de l'homme lucide consiste à se défaire justement du mirage d'un bonheur absolu. Donc il y a une sorte d'idée de renoncement à l'absolu pour pouvoir apprécier vraiment les plaisirs de la vie. Et les plaisirs de la vie, pour le stoïcisme, c'est plutôt... Alors que l'épicurisme dit là c'est vraiment le plaisir, là c'est plutôt éviter la souffrance. Le stoïcisme est assez proche d'un autre courant qui est né en Asie, qui est le bouddhisme. Vous savez, les 4 vérités du Bouddha, hein, les 4 nobles vérités sont la vie et souffrance, première vérité, terrible. 2, la souffrance vient du désir frustré. 3, pour éviter les souffrances, il faut donc supprimer le désir. Et 4, comment faire? Alors il faut suivre l'octuple sentier. Alors l'octuple sentier, alors on redivise en 8 parties, c'est apprendre à penser juste, apprendre à... enfin, il y a 8 formules de sentier, qui est la voie vers le bonheur. Bonheur qui n'est justement pas un bonheur absolu, qui est simplement se défaire de la souffrance. Alors c'est un peu tristounet, je vous l'accorde, comme objectif dans la vie, surtout quand on est jeune, surtout quand on a 20 ans, surtout quand on est en bonne santé. Bon, d'abord, c'est une vision assez pessimiste de l'existence, dire la vie est souffrance. Il n'y a pas que ça quand même. Donc, c'est pas certain que cette philosophie stoïcienne, elle puisse convenir d'abord aux gens qui sont assez heureux. Moi, personnellement, j'en fais partie. C'est pour ça que ça ne m'a jamais trop parlé, le bouddhisme ou le stoïcisme, parce que le postulat de base que la vie est souffrance, bon, ça va pour les gens malheureux. Donc c'est bien, pour revenir à l'idée d'Épicure, un remède à la souffrance. La philosophie serait un remède à la souffrance. Elle n'aide pas à être heureux, elle aide à supporter son malheur. C'est déjà pas mal, mais pour ceux qui souffrent. Mais ça ne répond pas à la question de ceux qui ont envie de faire autre chose, parce qu'ils sont en bonne santé, ils ne souffrent pas trop, et ils aimeraient quand même savoir comment en avoir un petit peu plus. Et que faire de leur vie. Et là, on en vient à l'idée d'Aristote. Là, je crois que vous allez avoir un cours là-dessus. Aussi, Aristote, c'est une autre formule encore. Aristote dit, on ne peut être, c'est le souverain bien, donc le bonheur, mais on ne peut être heureux qu'en s'accomplissant. Alors là, il y a une autre idée très très importante, celle de l'accomplissement. L'accomplissement, c'est le fait d'agir, de réaliser des choses. Là encore, on l'éprouve nous-mêmes au XXIe siècle et dans les siècles passés. Quand vous faites une activité qui vous plaît, que ce soit jouer de la musique, que ce soit étudier, que ce soit faire du sport, que ce soit... Donc toute activité créative qui vous plaît, que vous avez choisie, eh bien... elle procure du plaisir, elle procure du bonheur. Donc ça, c'est l'idée d'accomplissement. Et cette idée d'accomplissement, donc, elle est importante, elle est reliée à une autre idée importante chez Aristote,
c'est que il faut savoir aussi ce pourquoi on est fait. C'est-à-dire que pour s'accomplir, il faut réaliser un peu son karma, c'est-à-dire savoir qui on est, ce qu'on veut vraiment faire de la vie, et donc pas choisir des mauvaises orientations. Alors à son époque, ça veut dire quelque chose de très basique, l'esclave doit rester esclave, le maître doit rester maître, celui qui est destiné à devenir un grand écrivain doit devenir un grand philosophe plutôt, celui qui est destiné à devenir musicien sera musicien, bon. Donc il faut choisir sa voie, et c'est là-dedans qu'on pourra vraiment s'accomplir. Alors il y a un côté renoncement. Renoncement, il faut fermer des portes pour trouver une voie, et il ne faut pas se tromper de voie. Alors comment faire? C'est pas simple. Il y a des philosophes qui disaient, mais comment je peux savoir? C'est une question que posait Épictète, justement, tiens, un des stoïciens. Comment je peux savoir ce pourquoi je suis fait? Et il prend une image, il dit, comment le taureau doit se comporter, enfin, si on prenait souvent des images animales, est-ce que je suis un tigre, est-ce que je suis un taureau, est-ce que je suis un mouton? Eh bien, Épictète dit, eh bien, c'est dans le combat, quand le taureau arrive, quand l'ennemi arrive, quand le défi se présente à nous, et là, certains vont se comporter en combattant, en guerrier, d'autres vont fuir, d'autres vont subir, et c'est donc dans les épreuves de la vie qu'on se révèle. On révèle qui on est. Mais c'est une autre question, on en parlera une autre fois si vous voulez bien et si vous me réinvitez. Ça pourrait être un autre sujet de réflexion sur le sens de la vie. Donc, Aristote voit le bonheur dans l'accomplissement. Vous savez, donc ça s'oppose assez fortement au stoïcisme épicuriste qui sont plutôt des philosophies de la contemplation, du lâcher-prise, de vivre dans l'instant présent. Ça, c'est une idée très forte. Vous savez, Hannah Arendt, une des grandes philosophes disait, du XXe siècle, disait dans la pensée grecque, il y a deux grandes tendances, il y a la vita contemplative et la vita active. Alors, la vie contemplative, c'est celle qui consiste à dire justement, eh bien, je contemple la nature, je contemple le monde, je suis aussi un spectateur du monde. Et la vie active, c'est j'ai quelque chose à faire de ma vie, j'ai une œuvre à mener. Et dans toutes les philosophies que j'ai résumées jusque-là, c'est-à-dire le stoïcisme, l'épicurisme, vous voyez bien qu'elles sont plutôt du côté du contemplatif. Ce n'est pas des philosophies, des épreuves de la vie qui s'affrontent aux questions comme le travail, la famille, la politique. Non, non. C'est je suis un consommateur, mais un consommateur modéré du monde, des plaisirs, puisque dedans on parle de la sexualité, de la nourriture, de l'amitié, de toutes choses qui ne sont pas des grandes œuvres dans l'existence. Donc, voilà les premières idées qu'on retrouve dans l'Antiquité sur le bonheur. On pourrait d'ailleurs prolonger dans toute l'histoire de la philosophie les autres théories, il y en a eu d'autres, mais au bout du compte, ce n'est pas la peine de s'y arrêter très longtemps, parce qu'elles reprennent toujours fondamentalement celles de l'Antiquité. Par exemple, si vous allez voir Spinoza, auteur du XVIIe siècle, grand nom de la philosophie, juif réfugié en Hollande, lui, il parle de la joie. Alors c'est un philosophe de la joie qui parle beaucoup de la joie, et une de ses idées de base, c'est que l'homme est un être de désir, il appelle cela le conatus, le désir, et le but pour être heureux, c'est de satisfaire le désir, c'est pas de le refouler, donc il est contre l'ascétisme, contre les voies du rejet du désir, mais il faut, dit-il, trouver les désirs adéquats. Alors les désirs adéquats, c'est justement, on retrouve l'idée d'Aristote, c'est-à-dire ceux qui me correspondent. Si je veux être heureux, il faut que j'essaye de trouver, que je comble mes désirs, mais il ne faut pas que j'ai des aspirations, par exemple, trop élevées par rapport à mes capacités, ou trop différentes de ce que je suis au fond de moi-même. Vous voyez qu'on retrouve cette idée-là chez Spinoza. Si on remonte encore les siècles et on va au XIXe siècle, on va rencontrer M. Schopenhauer. Alors, je faut en dire quelques mots parce que si vous allez sur Google, vous tapez l'art d'être heureux, c'est une petite brochure qu'il a écrite au cours de sa vie, eh bien, il continue à être dans les best-sellers des ventes. Et puis, vous avez M. Lucchini qui cite toujours Schopenhauer, alors qui a écrit donc une petite brochure d'une trentaine de pages qui s'appelle l'art d'être heureux. Ce qui est paradoxal parce qu'il n'y avait pas plus malheureux que Schopenhauer. C'était un type
aigri, dépressif, misanthrope, qui avait été rejeté par sa maman assez tôt, qui a une sœur qui s'est suicidée, son papa s'est suicidé aussi. Et lui, il portait l'existence comme un lourd fardeau. Et c'est paradoxal, il écrit une petite brochure qui s'appelle « L'art d'être heureux ». Et qu'est-ce qu'il raconte dans « L'art d'être heureux » ? Eh bien là aussi, on retrouve des idées qui sont celles du stoïcisme et du bouddhisme. C'est première loi, le bonheur n'est pas de ce monde. Il y a une formule, je vais essayer de vous la retrouver. Non seulement c'est pas de ce monde, mais c'est une illusion. La formule est la suivante. Nous entrons dans la vie plein d'exigences de bonheur et de jouissance, et nous avons l'espoir fou de les réaliser jusqu'à ce que les destins nous tombent dessus sans ménagement. Vient alors l'expérience et elle nous enseigne que bonheur et jouissance sont pures chimères. J'ai fait sur mon blog, au passage, si vous voulez, j'ai fait hier, je crois, ou avant-hier, en prévision de cette conférence, une petite présentation du bonheur selon Schopenhauer. Vous allez sur mon blog qui s'appelle dortier.fr, ou la 4e question. C'est le titre de mon blog. Vous allez trouver un texte sur le bonheur selon Schopenhauer. Au passage, je vous le rappellerai tout à l'heure, je vais mettre également le texte de la conférence, parce que je ne vous ai pas amené de PowerPoint. Moi, j'aime bien raconter des histoires, mais j'écris quand même un petit peu. Donc, je vais le mettre sur mon blog. Vous pourrez retrouver toutes les références, toutes les citations que je viens de vous donner. Et donc, pour ceux qui s'ennuient ou qui veulent faire autre chose, ils peuvent aller repartir aussitôt et aller attendre que le blog soit en ligne. Donc, la vie est souffrance et frustration, nous dit Schopenhauer, mais il donne ensuite 50 règles de vie. 50 règles de vie pour essayer, non pas d'être heureux, mais de supporter son malheur. Alors, première règle de vie, par exemple, il dit, il déconseille il faut éviter la jalousie, dit-il. Tu ne seras jamais heureux tant que tu seras torturé par plus heureux. Alors en fait, il faut savoir que lui était un jaloux, aigri, parce qu'il était philosophe, assez peu reconnu à son époque, très peu reconnu d'ailleurs. Il enseignait dans la même université que l'immense philosophe de l'époque qui était M. Hegel, où les étudiants se pressaient en nombre, comme aujourd'hui, pour venir écouter Hegel, et il y en avait 3 qui venaient écouter Schopenhauer. Et il détestait Hegel, et donc on comprend mieux sa formule quand il dit que tu ne dois pas être jaloux. Tu parles, et pas plus jaloux que lui. Règle numéro 3, ne pas trop s'éloigner de ses penchants naturels. Ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc il ne faut pas forcer sa nature. Règle numéro 6, il faut limiter le cercle de ses relations. On offre ainsi moins de prise au malheur. Alors lui, c'était un misanthrope. Il détestait les gens. Donc pour lui, voilà, il faut limiter. Mais il est quand même assez lucide parce qu'il dit aussi, quelque part, il ne sert à rien donc de vouloir forcer sa nature. Et certains se sentent bien dans la solitude, d'autres aiment la compagnie, certains sont des créatifs, d'autres des contemplatifs. Donc, il n'y a pas non plus de recette unique pour le bonheur. Ça, c'est une leçon importante. Si ça dépend de sa nature, et si j'aime les gens, j'aime être en compagnie, alors c'est là que je vais y trouver mon plaisir. Et pour les loups solitaires, c'est l'inverse. Donc il est inutile de rechercher une formule unique au bonheur, puisqu'elle dépend aussi des aspirations de chacun et de sa structure de personnalité. Alors, si on vient aujourd'hui au XXIe siècle, on s'aperçoit qu'au fond, il y a aujourd'hui beaucoup d'ouvrages qui paraissent sur la philosophie, ça n'arrête pas. C'est une avalanche, c'est une production éditoriale abondante, des petites philosophies du bonheur, selon Socrate, selon Nietzsche, selon Schopenhauer, selon les anciens. Et vous avez d'ailleurs des gourous, des vedettes même de la philosophie. Alors j'ai cité tout à l'heure Michel Onfray, on pourrait parler de André Comte-Sponville, Alexandre Jolien, on pourrait parler, tous représentent au fond des formules qui ne sont pas très loin de celles des sagesses antiques, qui est un mélange entre l'épicurisme et le stoïcisme, avec plus ou moins de réussite. Par exemple, Alexandre Jolien, vous avez peut-être lu ou vu, parce que c'est un philosophe assez particulier, qui est handicapé moteur, et qui a écrit beaucoup de livres sur l'existence, et qui prend le stoïcisme comme un défi pour sa vie. Est-ce qu'on peut être heureux quand on est handicapé ? Alors lui, il dit, il faut par exemple renoncer au désir inutile. Désir inutile, je ne pourrai jamais être grand,
beau, fort, avec avoir une tablette de chocolat et séduire les filles avec le corps que je me trimballe. Donc je dois accepter ma condition. Comme c'est un garçon honnête, d'ailleurs, il a écrit, je crois l'an passé, un livre qui s'appelle « Le philosophe nu », où il raconte que, en fait, c'est très difficile d'être à la hauteur de cette ambition. Même un désir qu'il sait par nature impossible, il ne sera jamais comme ses amis, beaux, séducteurs, et ça. Il dit, je ne peux pas m'empêcher de le vouloir. Et il raconte même un jour, il va en librairie, il achète un livre de Sénèque et de Spinoza, et puis il glisse entre les deux un petit manuel, c'est comment avoir un ventre plat. Parce que quand même, le soir, il fait quand même un petit peu de musculation vis-à-vis de sa femme, il aimerait bien quand même. Il aimerait bien ressembler à un type normal, voire un type beau, et ne pas se faire moquer de lui. Et il souffre quand il prend un bus, il raconte aussi une histoire, et des filles se moquent de lui, parce qu'en disant, regarde l'autre qui marche. Voilà. Et ça, il en souffre. Et il dit, normalement, le philosophe ne devrait pas en souffrir. Il devrait être au-dessus de ça. Et c'est même le b.a.-ba de sa philosophie. C'est apprendre à se dissocier des désirs inutiles ou des colères inutiles, des émotions qui n'ont aucun sens, puisque je n'ai pas de prise sur elles, elles ne devraient pas m'affecter. Donc, c'est une belle philosophie, il n'est pas sûr qu'elle soit aussi simple à vivre au quotidien. C'est donc un combat. Moi, personnellement, si vous me demandez ce que j'en pense, vous me demandez ce que j'en pense ? Bon. Je crois que ces philosophies, toutes ces philosophies, il faut bien comprendre dans quel contexte elles ont été faites. Elles ont été faites par des gens qui sont les philosophes antiques sont des jeunes gens de bonne famille, qui n'avaient pas à travailler, qui n'avaient pas d'autres loisir que justement de débattre de philosophie, de se poser les questions de est-ce que je m'engage en politique, est-ce que je m'enrichis un petit peu plus ou pas. Mais par exemple, ils ne travaillaient jamais. Donc la question du travail, qui est une question éminemment importante dans la vie, quel métier je dois faire? Et puis donc, quand je travaille, je me confronte avec des gens. Et puis je dois me mobiliser pour passer des diplômes ou des concours, vous en savez quelque chose. Donc la philosophie qui consiste à dire il faut vivre dans l'instant présent, ça ne sert à rien de s'inquiéter pour un avenir inutile ou pour un passé qui est déjà passé, ce qui est un principe de base du stoïcisme, c'est très difficile quand on est un être humain, parce que le propre de l'être humain, c'est justement de se projeter dans l'avenir, se soucier, de se préoccuper de son avenir, c'est de devoir travailler. Travailler, c'est se confronter à d'autres personnes, être parfois en conflit avec elles. C'est aussi vouloir avoir une famille, et puis avoir des enfants, et s'en occuper. Et ça, on ne trouve rien dans ces philosophies de la vie. Ce sont des philosophies de gîte rural, c'est comme ça que je les appelle, c'est-à-dire de vacances, qui nous aident voilà, à passer de bonnes vacances, des bons moments de repos, ou à supporter les douleurs. Donc on va passer, à mon avis, à d'autres, on pourra discuter de ça tout à l'heure, mais on va passer à un autre versant, un autre regard sur la philosophie, sur le bonheur, puisque je vous ai dit qu'on allait se promener un peu au regard non seulement des philosophes, mais aussi des sciences humaines, pour voir s'il y a d'autres façons d'envisager le bonheur en adoptant cette fois-ci un point de vue scientifique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un point de vue scientifique? C'est utiliser les sciences de la nature, les sciences de l'humain, pour aborder la question du bonheur. Ça, c'est tout à fait nouveau. Je vous dis, ça a une trentaine d'années. Jusque-là, c'était le domaine réservé des philosophes, le bonheur. Et puis, il y a quelque temps, on s'est commencé à se poser la question. Par exemple, il y a une discipline qui est peu présente en France, mais qui existe beaucoup aux États-Unis, qui s'appelle la psychologie évolutionniste. Vous avez peut-être entendu parler, qui est en gros une psychologie darwinienne, qui envisage l'être humain comme un produit de l'évolution, et le cerveau humain comme un long héritage évolutif, et qui se pose la question de, notamment, est-ce que les êtres humains sont faits pour être heureux? Et il y a un psychologue évolutionniste qui s'appelle Michael Widerman, qui, en 2007, dans Scientific American, a écrit un article qui s'appelle « It's so hard to be happy ». C'est si dur d'être heureux. Alors, c'est si dur d'être heureux, pourquoi, dit-il? Parce qu'en fait, c'est pas certain du tout que nous soyons organiquement faits pour être heureux, au motif que nous sommes une espèce de mammifère qui appartient à un long phylum évolutif, où les animaux doivent vivre et survivre, et pour cela, ils doivent se méfier du danger.
Parce on est confronté à des défis de l'existence, et un des défis de l'existence quand vous êtes une proie, c'est de vous méfier des dangers, de méfier des risques. Et pour ça, il faut avoir une certaine dose d'inquiétude par rapport à son environnement. Il faut être angoissé pour bien survivre. Pourquoi ? Parce que si vous ne méfiez pas du danger, que vous soyez un être humain, mais que vous soyez aussi un primate, que vous soyez un mammifère, mais même les oiseaux, si vous regardez les oiseaux, vous voyez, quand ils sont toujours en train de regarder à droite et à gauche, ils sont inquiets. Si vous regardez des documentaires animaliers où vous voyez des antilopes, vous allez voir aussi qu'ils sont toujours en train de regarder à droite et à gauche, ils sont inquiets. Heidegger disait, un philosophe du XXe siècle, que l'inquiétude, qu'il appelait la préoccupation ou le souci, c'était le propre de l'être humain. Propre de l'humain parce qu'il se projette dans l'avenir et il s'inquiète pour son avenir. Moi, je pense que les animaux sont heideggeriens aussi. C'est-à-dire qu'il y a une inquiétude fondamentale, une angoisse fondamentale des menaces, des dangers de l'extérieur, qui à la fois nous pourrit la vie et en même temps est adaptatif, est nécessaire pour bien vivre. Parce que si on ne se méfie pas du danger, alors on va prendre trop de risques. Et donc, on va courir à la mort rapidement. C'est comme si on n'avait pas de douleur. Vous savez, ceux qui ne ressentent pas la douleur, ce n'est pas du tout un bonheur. Ils se brûlent, il y a donc des troubles. Donc le danger, le sentiment du danger, la peur, l'inquiétude, la frayeur, l'angoisse diffuse, ça peut être adaptatif et en même temps, ça ne nous prépare pas du tout au bonheur. Autre argument qu'avance notre psychologue, Michael Widerman, c'est de dire que notre cerveau, il a tendance à enregistrer beaucoup les échecs, les traumatismes, les erreurs qu'il a fait, parce que c'est une leçon pour la suite, une leçon d'expérience de vie. Donc on a plutôt tendance à se souvenir des expériences cuisantes, et ça aussi c'est adaptatif. Ça nous sert pour le lendemain, évidemment, pour répéter les mêmes erreurs, mais du coup, ça nous pourrit un peu la vie aussi. C'est-à-dire qu'on a tendance à se rappeler plus de nos échecs que de nos succès. Il en déduit donc cette idée que les hommes, les êtres humains plutôt, ne sont pas faits pour être heureux. Alors, comme heureusement en science, tout le monde n'est pas d'accord, il y a d'autres théories, il se trouve quand même qu'il y a des psychologues évolutionnistes qui disent exactement le contraire. Tout ça pour vous dire que, quand on est dans le domaine scientifique, pour moi, ça ne veut pas dire qu'on s'est émancipé des débats d'école comme en philosophie. Parce qu'il y a aussi un autre phénomène qui est assez courant dans le comportement humain, c'est ce qu'on appelle le biais d'optimisme. C'est-à-dire que pour s'engager aussi dans des actions, il faut y croire. Il faut y croire, c'est-à-dire qu'il faut parfois être optimiste par rapport à la vie, au-delà, à nos projets, au-delà de ce qu'il est raisonnable de croire. Et ça, ce biais d'optimisme, il a été mesuré beaucoup en psychologie. Il a donné lieu d'ailleurs à un livre aussi, auquel je vous renvoie, et je mettrai sur mon blog, de Tali Charot, qui est une chercheuse en neurosciences, qui a publié l'an passé un livre qui s'appelle « Tous programmés pour être optimistes », qui est la thèse exactement inverse que celle que je viens de signaler, et qui consiste à démontrer, par de nombreuses expériences psychologiques, c'est qu'on a toujours tendance à être optimiste par rapport à l'avenir, à se croire plus fort que l'on est. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait en début d'année avec les résolutions. Ah, cette année, je vais arrêter de faire ci, je vais faire ci, tant de choses. Ah, pour demain, on sera capable de faire tant de choses. On les a déjà oubliées, non, les résolutions d'il y a 15 jours ? Non ? Bon, tant mieux. Tant mieux. Mais on a toujours tendance à en faire trop, a toujours tendance à y croire, et puis à recommencer la même erreur. Et ça, c'est un biais d'optimisme. Et ça, elle nous rend la vie plus agréable, parce qu'on a le sentiment, finalement, qu'on y arrivera un jour, même après avoir répété des échecs, eh bien, il y a plein de gens qui disent « Oui, mais demain, c'est le bon. Cette fois, je vais y arriver, c'est sûr. Je suis né sous une bonne étoile. » C'est ça, le biais d'optimisme aussi. Quand on fait, par exemple, des sondages auprès des Français pour savoir s'ils sont optimistes ou pas par rapport à l'avenir, vous savez que les Français, c'est les plus pessimistes au monde. Ils disent « Non, le monde va mal, les guerres, les crises... » Bon. Mais quand on demande « Mais vous, comment ça va ?» « Ah, mais moi, ça va. Moi, je ne me plains pas. » Donc, il y a un pessimisme énorme par rapport, s'il vous plaît, il y a un pessimisme énorme par rapport à la société, mais on a toujours un optimisme personnel qui est plus important.
Et ça nous aide à vivre. C'est la petite lueur qui nous fait vivre quand même, qui nous fait croire que demain sera meilleur qu'aujourd'hui, pour soi. Donc, vous voyez qu'en matière de psychologie évolutionniste, on peut dire une chose, l'homme n'est pas fait pour être heureux, puis en même temps, au fond, il est quand même optimiste. C'est un peu contradictoire, hein, je suis désolé, mais c'est comme ça. On pourrait s'interroger, toujours en restant dans le domaine de la biologie, si finalement il n'y a pas aussi des gens qui sont plus heureux que d'autres constitutionnellement. C'est-à-dire, est-ce que finalement il n'y a pas des gens qui sont programmés pour être heureux et d'autres qui seraient programmés pour le malheur? J'entends programmés par le fait que dans les gènes, il y aurait une production de sérotonine. Vous savez que la sérotonine, c'est la fameuse hormone qui donne de l'optimisme. Hein, on va la mettre dans les antidépresseurs, qui va permettre de booster ou pas l'existence, de voir la vie en rose ou plutôt en gris. Et ça, tout le monde le sait. Tout le monde sait qu'il y a des gens autour de soi qui sont plutôt déprimés, tristounets, toujours malheureux, toujours dopis. Et puis d'autres qui sont plutôt heureux. Et quel que soit ce qui leur arrive, eh bien, on va avoir des personnalités plutôt dépressives, plutôt déprimées. Je ne parle pas des dépressions sévères, hein, mais plutôt tristounettes, et puis d'autres plutôt optimistes. Donc ça voudrait dire que nous sommes inégaux, face au bonheur, et ça pourrait être lié tout simplement à une constitution génétique et hormonale. Et pour lutter contre ça, finalement, la seule solution, ce serait d'avoir recours aux médicaments. Après tout, les antidépresseurs sont là pour essayer de rebooster un moral qui serait dans des périodes de crise pour des dépressions, mais il y a aussi des personnes qui le sont toujours. J'ai retrouvé, par exemple, je vais essayer de vous citer ça, sur un forum, moi j'aime bien aller sur les forums de auféminin.com. On y trouve des tas de choses intéressantes sur les comportements humains. Et là, j'en ai trouvé un qui date d'il y a quelques semaines. C'est une jeune femme qui dit la chose suivante. Je vous lis son témoignage, parce que vous allez voir, c'est un appel à ses copines virtuelles. Hein, et elle raconte son témoignage et elle dit la chose suivante. Voilà 2 ans, à la suite d'une dépression, mon médecin m'a prescrit du déroxate pour remonter la pente. Oh, merveille, je me sentais enfin vivre. Toute ma vie, je me suis senti triste, mal dans ma peau. J'avais l'impression que chaque jour à vivre était une épreuve. Il fallait que je me force pour toutes sortes de choses qui sont normales pour la plupart des gens, et je n'ose même pas vous dire quoi. Le soir, j'étais complètement vidé, et puis finalement, j'ai décidé d'arrêter le déroxate il y a 2 mois de mon plein gré, et avec succès jusqu'à il y a 1 semaine. Et ça a recommencé à aller mal, et tout ce que je vous ai décrit plus haut recommençait. Finalement, je suis allé voir mon médecin et il m'a dit que mon corps ressentait le manque de déroxate, seulement maintenant parce que mon cerveau recommençait à perpétrer la dépression. Il fallait donc que je fasse un choix selon lui entre soit je prends du déroxate, mais peut-être pour toute ma vie, et je serai plus sereine, plus heureuse, soit je n'en prends plus et je devrais lutter et l'accepter toute ma vie. Ça me déprime profondément. J'ai donc recommencé à le prendre aujourd'hui, mais avec la culpabilité et le sentiment d'avoir besoin d'une pilule magique pour être heureuse au quotidien, car j'en suis incapable sans. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est elle qui pose la question auprès de ses amis. Donc vous voyez que voilà, il y a des gens qui sont plus ou moins gâtés en matière de bonheur, et on n'y pourrait pas grand-chose si ce n'est peut-être des pilules du bonheur qui s'appelaient le Prozac, on appelait ainsi le Prozac, hein, ou le Lexomil. Donc, mais je crois que Pierre en reparlera plus longuement. Donc il y a, vous voyez, des façons d'étudier le bonheur aussi à travers la biologie, la théorie de l'évolution, à travers les neurosciences. Il y a même maintenant justement des neurosciences du bonheur qui se développent. Alors quittons le domaine des sciences de la nature, parce qu'il faut quand même que j'ai encore combien de temps? Un quart d'heure? Plus, hein, un peu plus. On va aborder un autre sujet. Non, j'ai oublié de ça, une érection. Oh non, encore une demi-heure, allez. Parce qu'il y a encore plein de choses à dire, notamment, rentrons dans le champ des sciences de l'humain. C'est développé aussi depuis quelques années une économie du bonheur. Alors, qu'est-ce que c'est une économie du bonheur? Ça se formule par une question toute simple, c'est est-ce que l'argent fait le bonheur? La formule courante. Est-ce qu'il y a un rapport entre la richesse matérielle
et le bonheur. Jusque-là, on résolvait la question par des formules plus ou moins plaisantes, que vous connaissez toutes. Le bonheur, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. J'aime bien, moi, celle de Jules Renard, qui disait non, si l'argent ne fait pas le bonheur, ben, rendez-le. Il y en a une autre aussi d'Alexandre Vialat, que j'aime beaucoup, c'est l'argent ne fait pas le bonheur, surtout quand on en manque. Bon, c'était assez marrant. Mais celle que je préfère, c'est celle d'un humoriste anglais, qui s'appelle Millikan, qui disait « L'argent ne peut vous procurer le bonheur, mais il peut vous apporter des formes de malheur plus plaisantes. » Elle est mignonne, celle-là. Alors, au-delà des formules, on peut se demander quand même si on ne pourrait pas étudier objectivement le lien entre le niveau de richesse et le bonheur. Eh bien, ça a été fait. Et ça a été fait même depuis quelques années de 1000 manières. Par exemple, on a mené des enquêtes auprès des gagnants du loto. C'est assez anecdotique, mais c'est assez intéressant parce qu'il y en a pas mal maintenant. Et d'ailleurs, c'est diligenté par les sociétés nationales de loto qui mènent des enquêtes pour savoir le degré de bien-être avant et après avoir gagné au loto. Alors on trouve des histoires qui sont parfois tragiques et qui vont dans le sens de non, l'argent ne fait pas le bonheur. Par exemple, si vous prenez le cas de monsieur John Whittaker, qui était un routier américain qui est connu pour avoir gagné en 2004 le plus gros gain de toute l'histoire des jeux d'argent. C'est un routier, il habite en Virginie, un jour il s'arrête pour prendre un sandwich, ça se passe donc en fin 2003, et puis en même temps il prend un ticket, et son ticket va lui donner, ça va être le ticket gagnant, il va avoir 350 millions de dollars au bout de son ticket. Donc il fait la une des journaux, sa vie est transformée, il fait beaucoup de jaloux, évidemment, puis on n'en entend plus parler pendant 2 ans. Puis 2 ans après, non, il ne s'est pas suicidé, mais d'un seul coup, il va refaire les journaux, mais simplement parce qu'il a eu une affaire, il s'est fait virer d'une boîte de jeux, où il continuait à aller jouer dans un casino, où on lui avait volé de l'argent, il s'était battu avec quelqu'un, et là on découvre qu'il est en train de décliner. C'est un type qui ne travaillait plus et qui vivait uniquement, qui était devenu alcoolique, et qui était en train ouais, sa vie était en train de partir en sucette, comme on dit. Le plus grave, c'est que 6 mois plus tard, dans sa belle maison qu'il avait achetée, où il faisait vivre ses enfants et autres, la petite amie de son fils fait une overdose de drogue. Elle meurt. Et donc on s'aperçoit à travers cette anecdote-là combien l'argent aussi, c'est ce qu'avaient dénoncé évidemment les philosophes antiques, peut être aussi un moyen de dissoudre les relations humaines, peut être un moyen factice d'apporter un bonheur pendant un moment. Bon. Mais vous allez me dire, ça c'est qu'une expérience. Hein. Il y a des livres qui ont été écrits, j'ai trouvé notamment un récit d'une chercheuse américaine, d'une journaliste américaine plutôt, qui a fait une enquête auprès des gens qui étaient devenus riches soudainement suite à un gain au loto ou à un héritage. Et puis, elle a écrit un livre qui s'appelle « La face sombre de la richesse ». Elle raconte le cas d'un jeune homme justement qui s'appelle Sam, qui lui a hérité d'une très très grosse fortune familiale à l'âge de 21 ans. Et donc, il n'avait même plus besoin de travailler, il pouvait être retraité. Ça. Mais son but à lui, c'était de devenir écrivain. Mais il n'était pas bon écrivain. Et donc vous pouvez avoir tout l'argent du monde, si votre but c'est d'être un écrivain et que vous n'y arrivez pas, l'argent ne va pas vous le donner. Donc vous voyez, ces anecdotes-là montrent évidemment, tempèrent le lien entre richesse et argent. Mais ce n'est que des anecdotes. Il faudra en savoir un petit peu plus quand même pour objectiver cette relation. Et heureusement, on dispose d'études pour objectiver cette relation. Par exemple, il y a des enquêtes, maintenant, des échantillons plus larges de gagnants au loto, pour savoir comment augmenter leur bien-être. On en a quelques centaines. Par exemple, j'ai retrouvé une enquête de 2004 qui interroge 249 gagnants du loto. Et quand je dis des gagnants du loto, c'est plus d'1 million d'euros. Et on leur demande, est-ce que vous êtes plus heureux que vous l'étiez avant ? Les résultats sont mitigés. Pour la moitié, oui. Pour 40%, non, c'est pareil. Et pour 10%, c'est pire. On a trouvé une autre enquête, j'ai trouvé une autre enquête que vous trouvez également sur mon blog, qui a été faite par les Britanniques aussi, qui est assez intéressante. Elle prend 6 ans plus tard ce que sont devenus les gens qui ont gagné au loto. Et là, elle les interroge et on s'aperçoit que 6 ans plus tard, pour la plupart des gens, ils sont revenus
à leur état psychologique antérieur, selon leur déclaration. C'est-à-dire qu'ils ont connu un moment de bonheur intense, puis petit à petit, vous savez, les plaisirs, ils s'usent. Vous allez dans les grands restaurants, vous faites des voyages, mais au bout d'un moment, c'est comme s'il y avait un mécanisme d'adaptation à sa situation nouvelle qui fait qu'on n'éprouve plus de joie. Comme quand vous avez le bac, hein, vous êtes très très heureux le premier jour, c'est comme si vous aviez gagné le loto, vous êtes fou de joie. Pendant une semaine, pendant les vacances qui suivent, c'était pour hier pour vous, mais moi c'était il y a 30 ans. Bon, je peux vous dire, je ne me réveille pas le matin en me disant « ça y est, j'ai le bac !» Non, on diminue. Je vous en raconterai une tout à l'heure d'ailleurs sur le bac, ça me fait encore souffrir. Donc, on a aussi des enquêtes encore plus approfondies là, enfin sur un plus vaste échantillon, sur les liens entre le niveau de revenu des populations et leur niveau de bien-être. Alors ça, c'est assez intéressant. Là, il ne s'agit plus de gagner en loto, c'est des enquêtes qui disent, mais finalement, est-ce qu'on peut faire des sondages pour connaître les niveaux de bien-être des gens? On leur demande de classer, est-ce que vous êtes heureux sur une échelle de 0 à 10? Et puis, combien vous gagnez? Alors là, on a maintenant beaucoup d'enquêtes au niveau national, au niveau même des comparaisons internationales, et puis d'évolution dans le temps. Que disent ces enquêtes? Premièrement, on s'aperçoit que quand on étudie dans le temps l'évolution du bien-être en fonction du développement d'un pays, par exemple au Japon, ça a été fait déjà sur 40 ans, ces enquêtes qui s'appellent les enquêtes de well-being, de bien-être, on s'aperçoit que en 40 ans, en 1960 et 2000, le PIB a été multiplié par 5 par habitant, c'est-à-dire la richesse nationale par habitant a multiplié par 5. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a des appartements, on a un frigo, on a une télévision, on a une voiture, on a un confort matériel quand même qui est incomparable, les douches, sur une période. Mais le niveau bien-être n'a pratiquement pas évolué. Le niveau de bien-être déclaré. Ça a donné lieu d'ailleurs à ce qu'on a appelé le paradoxe d'Esterlin. Richard Esterlin, c'est un économiste new-yorkais qui a mis en évidence donc ce paradoxe dès 1974, c'est-à-dire que quand on regarde la courbe d'évolution d'un pays et de sa courbe de croissance, on s'aperçoit que dans les pays pauvres, il faut être honnête, on est moins malheureux, on est plus malheureux en général. Quand on est à un stade plutôt qui précède le développement, le niveau de bien-être est plus bas. Parce qu'il ne faut quand même pas déconner, quoi. Quand on est dans la dèche, quand on ne peut pas se soigner, quand on ne peut pas se loger, quand on ne peut pas envoyer ses enfants à l'école, et quand on doit se battre tous les jours pour boucler en pensant à la fin du mois, c'est pas simple. Mais arrivé à un certain stade, disons celui des classes moyennes, après il n'y a plus de progrès. Donc on peut doubler, tripler, quadrupler son niveau de vie. Évidemment, on ne double, on ne triple pas son niveau de bonheur. Donc voilà ce que dit le paradoxe d'Esterlin. Ce qui a amené d'ailleurs à une grosse réflexion récente sur la mesure de la richesse. Vous le savez sans doute, donc les économistes ont commencé à s'interroger depuis quelque temps sur d'autres indicateurs que le PIB pour mesurer la richesse d'une population. Au motif que une des bases de l'économie moderne, c'était l'idée que plus une société s'enrichit, plus les gens s'enrichissent à l'intérieur de cette société, plus ils vont connaître du bien-être. Plus de confort, plus de santé, plus d'éducation, donc plus de bien-être, donc plus de bonheur personnel. Et on s'aperçoit que non, ça ne marche pas comme ça. On a eu des premiers indices dans les années 80 quand on s'est aperçu qu'au Japon, qui à l'époque était un pays qui faisait rêver l'Occident par ses taux de croissance, il y avait un taux de suicide qui était à peu près aussi un des plus élevés de la planète. C'est pareil pour la Suède. Donc là, cette remise en cause importante du lien entre la richesse et le bonheur, elle a invité à reconsidérer les indices même de la richesse, qu'on ne peut plus, plutôt du bonheur, évidemment qu'on ne peut pas assimiler à la richesse, et donc au PIB, c'est-à-dire au produit intérieur brut. Donc depuis quelques années, paraissent d'ailleurs des nouveaux indicateurs pour mesurer, des nouveaux indicateurs de bien-être, où on introduit
à côté du PIB par habitant, d'autres indicateurs, comme celui justement des enquêtes de bien-être, des enquêtes de longévité, du taux de suicide. Bon, alors il y a plein d'indicateurs nouveaux qui sont apparus. Et là, on peut faire une carte du bonheur mondial, et là, elle ne reflète plus du tout celle des richesses. Par exemple, si vous allez sur Internet, vous allez voir la carte du bonheur qui s'appelle Happy Map. Happy Map, c'est voilà, la carte du bonheur, c'est une carte mondiale qui est faite par une ONG américaine. Vous voyez que le premier pays au monde en termes de bonheur, c'est le Costa Rica. Tu vois, le Costa Rica. En plus, ça veut dire la côte riche. Enfin, c'est pas connu comme étant le pays. En deux, le Vietnam. Alors, les Français, ils arrivent en 26e position entre la Slovénie et l'Ukraine. Enfin, un truc où on n'a pas envie d'être, quoi. Excusez-moi pour les amis ukrainiens ou les Slovènes, mais bon, on n'avait pas l'habitude de se mesurer comme ça. Donc on a aussi des mesures qui sont faites à l'intérieur d'un pays pour savoir si en fonction des classes sociales, des niveaux de revenus, eh bien, il y a une corrélation avec le bonheur. Parce que souvent c'est difficile d'un pays à l'autre, on n'est pas sûr que les enquêtes sont les mêmes, qu'on prend tous les indicateurs, bon bref. Alors au sein d'un pays, au moins une certaine homogénéité dans les revenus, dans les enquêtes, bon. Et là encore, le paradoxe d'Esterlin marche relativement. Il est contesté, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit quand même que, comme je vous le disais, dans les basses couches de la population, dans les populations les plus pauvres, les plus précarisées, non, il n'y a pas autant de bien-être que dans les classes moyennes. Et dans les classes moyennes supérieures, on a quand même significativement un bien-être supérieur. Mais ce n'est pas du tout une relation proportionnelle. Pas du tout, du tout, du tout. Ce qui amène donc à dire la plupart des spécialistes, enfin plutôt si on fait le bilan de ces recherches, on est amené à dire quelque chose comme... Comment je l'ai formulé? Il y a une relation entre la richesse et le bien-être, elle existe, mais c'est une relation qui est faible. C'est tout ce qu'on peut dire. C'est pas grandiose hein, comme résultat, mais c'est comme ça. Mais on le comprend intuitivement, quoi. Dans la dèche, c'est pas facile à vivre, mais si vous avez beaucoup d'argent, c'est pas pour autant que vous êtes plus heureux. Donc il faut aller un petit peu plus loin, creuser cette relation. Donc on s'est demandé, mais alors quels sont les facteurs qui agissent si ce n'est pas la richesse? Et là, on a aussi beaucoup d'autres enquêtes qui ont porté, est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est la religion? Est-ce que c'est l'âge? Et là, on a plein d'enquêtes sur le bonheur au travail. Alors là encore aussi, bon, il y a un truc pas révolutionnaire, on s'aperçoit que les gens qui ont un travail sont plus heureux que les chômeurs. Bon. C'est pas extraordinaire. J'aurais aimé trouver des choses, par exemple, des comparaisons entre ceux qui travaillent et des inactifs. Inactifs au sens retraité, ou des femmes qui ont fait le choix de ne pas travailler, est-ce qu'ils sont plus heureux? C'est pas si simple que ça à trouver comme résultat. Et quand on aussi mène des enquêtes sur le bonheur et le travail, on s'aperçoit qu'il y a bien une relation, c'est-à-dire que la plupart des gens disent oui, dans mon travail je suis heureux, mais en même temps, le stress n'arrête pas d'augmenter. Donc c'est pas aussi simple que ça de mesurer le lien entre le travail et le bonheur. Ce qui amène d'ailleurs certains chercheurs à affiner un peu les enquêtes et à se dire non pas est-ce que votre travail vous plaît ou pas, mais à mesurer au sein d'une journée qu'est-ce qui vous plaît dans votre travail ou pas. Les réunions, travailler tout seul, et donc là on a quand même des indices plus précis de ce qui sont les facteurs du bonheur. Et là encore, on découvre quoi? Ce qu'avaient déjà anticipé les philosophes, c'est-à-dire que oui, le travail c'est important, parce que c'est un facteur de reconnaissance, c'est un facteur d'épanouissement, c'est un facteur... ça amène de l'argent aussi, donc le travail ça compte. C'est indéniable. Mais, l'enfer c'est aussi les autres. On doit malheureusement travailler avec des gens, et quand il y a du conflit au travail, ça vous pourrit la vie. Il n'y a rien de pire. Donc, à la fois, il est indispensable d'avoir un travail pour trouver un certain épanouissement, et
pour dire les choses crûment, on s'emmerde au bout d'un moment quand on est en vacances. C'est pourquoi d'ailleurs les philosophies de l'épicurisme ou du stoïcisme, qui sont des philosophies de vacances, ne résolvent pas la question de la vie. Donc on a besoin d'activité, on a besoin de s'accomplir, on a besoin d'avoir des épreuves, et le travail procure cela. Et on voit beaucoup de retraités qui continuent à s'accrocher ou à faire des activités, y compris bénévoles, parce que c'est une façon de s'épanouir. Mais en même temps, dès lors qu'on est enclenché dans un milieu de travail, alors ça va générer aussi du stress, des conflits. Vous voyez, le bonheur et le malheur s'accrochent bras l'un à l'autre aussi. On peut dire la même chose sur la famille. Un des facteurs les plus importants, quand on mène des enquêtes sur le bien-être, on s'aperçoit que le fait d'être en couple apporte un bénéfice en termes de bien-être par rapport au fait d'être célibataire, ou d'être seul plutôt. Pas célibataire, parce qu'on peut être célibataire, ne pas être seul, mais bon. Au fait d'être seul, d'éprouver de la solitude. Donc là, il y aura un bénéfice social, parce que nous sommes des animaux sociaux, et voilà, d'être en compagnie, ça nous fait du bien. Mais en même temps, on peut retourner l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de couples qui ne se supportent plus. Et s'il y avait autant de divorces et de séparations, c'est parce qu'au bout d'un moment aussi, ça devient insupportable de vivre au quotidien avec certaines personnes, et on préfère encore être seul. Donc, ce qui est un des apports majeurs du bien-être, c'est-à-dire les relations sociales, sont aussi, Jean-Paul Sartre le disait, synonymes d'enfer. L'enfer, c'est les autres. C'est compliqué, hein ? On a mené des enquêtes aussi sur le lien entre le bonheur et la religion. Est-ce que ça rend heureux de croire ? Les philosophes athées disent non, 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 parce que ça, on reporte sa vie dans un au-delà, alors que, donc c'est l'opium du peuple, quoi. Le but, c'est d'avoir un salut terrestre. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a bien quand même une relation. C'est-à-dire que les croyants sont plus heureux en moyenne. Il y a beaucoup d'enquêtes qui sont faites aux États-Unis là-dessus, assez peu en Europe, sont plus heureux en moyenne que les non-croyants. Est-ce que c'est un bénéfice de la prière ? On n'en sait rien, ou de la croyance en tant que telle. J'ai retrouvé un petit livre de développement personnel qui date de 1727, d'un père, le père Calmel, qui a écrit une méthode facile pour être heureux dans cette vie et assurer son bonheur éternel. 1727, hein. Et alors il explique que la charité chrétienne, c'est bien, parce que l'amour de l'autre, ça apporte du bonheur. Donner, c'est plus important que de garder pour soi. Et donc, on est doublement gagnant, parce que le chrétien réalise un double bénéfice, il a un plaisir immédiat, et en prime, il a le salut éternel quand il donne ce qu'il a. Alors ça, c'est le bonheur selon Mère Teresa, quoi, vous voyez. Les catholiques ascétiques qui donnent tout, qui n'ont rien, et puis finalement on les voit heureux, dynamiques. Peut-être que c'est une leçon du bonheur. On a mené des enquêtes aussi sur l'âge et le bonheur. Est-ce qu'il y a une relation au cours de la vie ? Eh bien oui, il y en a une relation. À quoi elle ressemble ? Elle ressemble à une courbe en U. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que le bien-être est supérieur à 20 ans qu'à 40. Donc il y a une baisse progressive au fil du temps, entre 20 et 40 ans. Là. Autant dire ce qui vous attend, là, c'est vraiment la vie de merde, quoi. Hein. Vous avez 20 ans. Par contre, après, on remonte la pente. Le U remonte. À partir de 60 ans, on retrouve un niveau de bien-être qui est équivalent à celui de 20 ans. C'est étonnant. Donc, moi, je suis en train de remonter la pente, par exemple. Donc cette courbe en U, c'est assez robuste. On a plein d'enquêtes. Encore récemment, l'INSEE a fait une enquête là-dessus. On le retrouve dans plusieurs pays. Bon. Alors on peut l'interpréter de différentes façons. Par contre, les causes, c'est pas très clair. Est-ce que c'est par exemple une évolution psychologique naturelle qui ferait qu'on serait heureux plus jeune, puis petit à petit ça déclinerait, et puis voilà, pour des causes organiques, hormonales, et puis après... je sais pas, l'expérience de la vie avec l'âge qui entraînerait finalement une certaine sérénité, une sagesse. Le mot d'ailleurs qu'on employait pour dire la sagesse des philosophes, c'est celle qu'on emploie aussi pour parler celle de l'âge. Il y a une autre façon de voir les choses aussi, qui est que
Le 20 ans, c'est l'âge, c'est pas de l'insouciance, loin de là, mais c'est un peu l'âge de la bohème. On a moins de soucis. Quand on a 20 ans, on découvre le monde, on a encore beaucoup de projets. Bon, ben. Quand vous en avez 40, souvent vous êtes au milieu de vos cycles de vie, vous avez beaucoup d'emmerdes professionnelles, les enfants à s'en occuper, et il y a une baisse là parce que ça fait beaucoup de charges. Et à partir de 60, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est nouveau dans l'histoire de l'humanité, hein, c'est les tempes crises, finalement, une certaine revanche, moi ce que j'appelle la revanche des tempes grises, c'est-à-dire que maintenant vous avez une troisième vie entre 60 et 80 ans, où vous êtes en pleine forme, vous pouvez avoir un niveau de revenu qui est correct, vous avez payé votre maison, vous n'avez plus d'enfants, vous pouvez voyager, c'est les gens qui remplissent les charters pour aller au Maroc, en Tunisie, à Bali, qui animent des associations, qui vont réétudier, bon, et qui retrouvent une certaine jeunesse. Parfois, on a plaqué son mari ou sa femme, et puis on refait une nouvelle vie. Donc, il y a une certaine, presque une même crise d'adolescence chez certaines personnes du troisième âge, qui ont le sentiment de dire, voilà, je revis, enfin je revis. Et c'est une certaine revanche, même souvent d'ailleurs des milieux populaires, qui n'ont pas connu ça tout le long de leur existence, et donc ça fait remonter la courbe du bonheur. Mais c'est une hypothèse, hein. Je ne connais pas vraiment, le fait est attesté, la courbe en U, les causes peuvent être débattues. Vous voyez qu'on peut dire des choses sur le bonheur en faisant des sciences humaines, de l'économie, de tout. Je pourrais parler d'histoire, mais je vais terminer quand même. On parlera de l'histoire si vous avez des questions là-dessus, parce qu'il y a une histoire du bonheur aussi. Il y a aussi un apport d'une discipline récente qui s'appelle la psychologie positive. Alors la psychologie positive, ça part d'une posture assez nouvelle qui consiste à dire bon, la psychologie pendant longtemps elle s'est occupée des malheureux. Par définition, la psychologie clinique elle s'occupe des gens qui ne vont pas bien. Et pourquoi on ne ferait pas une psychologie aussi des gens heureux? En essayant non pas de s'interroger sur les causes des traumatismes, les causes de la dépression, les causes de l'autisme, les causes de tout ce qui va mal, mais quels sont les facteurs qui entraînent le bien-être. Et cette psychologie positive est d'ailleurs liée à un autre courant de la psychologie récent qui est la psychologie de la santé et qui vous concerne. Lorsqu'on s'est aperçu que, justement, j'en ai pas parlé jusque-là, quand on fait un lien entre la santé et le bonheur, est-ce qu'il y a un lien? Oui, il y a un lien. En général, quand on est en meilleure santé, on se porte mieux même moralement. C'est ce qui fait dire en début d'année, je te souhaite surtout la santé. Là encore, à mon avis, ça peut pas satisfaire. On ne peut pas se satisfaire en disant ouais, ça y est, j'ai la santé, tout va bien. Donc c'est une philosophie de la vie qui ne marche pas d'avoir la santé, c'est tout. Non, c'est pas tout. Mais enfin, c'est quand même important. Mais on s'est aperçu quand même, et c'est là que la psychologie de la santé intervient, que à maladie égale, à traumatisme égal, il y a des gens qui s'en sortaient mieux que d'autres, parce qu'il y a des gens qui font face. Par exemple, les études sur le cancer montrent qu'il y a vraiment deux typologies de personnes, des gens qui sont abattus, qui s'effondrent, qui deviennent dépressifs, et d'autres qui font face. Aux États-Unis, on appelle ça le coping, le faire face. Certains même ont des formules troublantes. Il y a une enquête d'un sociologue, Philippe Bataille, qui dit « Je remercie, finalement je suis content d'avoir eu un cancer, ça m'a changé mes valeurs, ça m'a changé mes représentations, je me suis mis à me battre. » Et il y a une sorte d'euphorie qu'on trouve chez certains malades, une phase d'euphorie face à la maladie, parce que d'un seul coup, ça réorganise leurs représentations, leurs valeurs, et puis ils se mettent à combattre. Et positif, comme on dit. Donc ça amène l'idée d'un des pères de la psychologie positive, qui s'appelle Martin Singelmann, qui a écrit un livre en 2002 qui s'appelle Authentic Happiness, consiste à dire que ça ne sert à rien de chercher des facteurs objectifs, la santé, la richesse, l'âge, le niveau de revenu. Ce qui compte aussi, c'est de voir comment l'individu fait face à ces situations-là. Et il existerait donc des qualités personnelles qui rendraient plus ou moins aptes à affronter les épreuves, ce qu'on appelle la résilience, comme dit Cyrulnik, dont vous avez entendu... Oh ben non, il n'était pas là l'an passé. Mais... Bon, Boris Cyrulnik, c'est-à-dire la résilience, c'est bien la capacité qu'on peut avoir ou pas à affronter des épreuves positivement, mais disent aussi les tenants de cette psychologie positive, ça s'apprend. Ce n'est pas uniquement une qualité naturelle, la résilience. On peut apprendre à affronter plus ou moins bien les épreuves de la vie. Donc on peut cultiver, en quelque sorte,
ses aptitudes. Un des autres tenants de la psychologie positive, qui s'appelle Milahi Csikszentmihalyi, le nom est épouvantable, soutient que le facteur principal du bonheur, là encore, c'est ni le bien-être matériel, ni les succès, mais c'est la capacité à réaliser des activités personnelles, qu'il appelle autotéliques. Et là, on rejoint un peu Aristote. Autotélique, ça veut dire quoi? C'est un but, télique, télos, le but, auto, un but que je me suis fixé. Donc si je me donne des objectifs dans la vie, et je me bats pour ça, alors ça, c'est vraiment ce qui est grisant, ce qui est excitant, et ce qui vraiment donne du sens à son existence, mais également qui l'enrichit. Alors ça peut être faire du sport, ça peut être la peinture, ça peut être un voyage, ça peut être réaliser une activité professionnelle, ça peut être construire une maison, ça peut être le tour du monde, ça peut être avoir des enfants, peu importe. L'essentiel, c'est les buts qu'on s'est fixés. Voilà donc quelques... Je vais arrêter là parce que je crois quand même que je suis arrivé à peu près à mon timing pour qu'on puisse échanger un peu. Alors, attendez, il faut quand même que je fasse une conclusion. Mais j'arrête là parce que je vous dis, on pourrait faire aussi une histoire du bonheur. Ça existe. On pourrait faire aussi une sémiologie du bonheur. Là, je vous parle de toutes les sciences humaines. La sémiologie, c'est la science des signes, où on cherche à interpréter finalement les images du bonheur. Les gens qui sont intéressés à ça, les images du bonheur dans la publicité, les images du bonheur dans le roman, même si certains romanciers ont dit les gens heureux n'ont pas d'histoire, donc c'est pas la peine de... On ne peut pas leur raconter le bonheur. Faux, je peux témoigner. Faux, bien sûr, les gens heureux ont une histoire. Donc on pourrait, par exemple, il y a un ouvrage de Douglas Carnegie qui s'appelle La poursuite du bonheur. Non, on peut raconter de belles histoires qui ne sont pas des histoires béates, qui sont des histoires de born again, de renaissance, voilà. Donc la littérature pourrait en parler aussi, et moi j'intègre la littérature dans les sciences humaines. Donc, que retenir? Moi je retiens 3 ou 4 formules. 1. La notion de bonheur, je dis, c'est quelque chose d'ambigu. C'est-à-dire qu'il peut exister plusieurs choses, ça peut être le plaisir, mais si c'est le plaisir, de quoi parle-t-on? Plaisir matériel, plaisir spirituel, des relations sociales, ça peut être intense ou pas intense, ça peut exiger ou pas une discipline. L'autre jour, je courais, je suis marathonien, moi c'est mon plaisir, et en courant, je rattrape une jeune femme et je discute avec elle, qui courait plus vite que moi, et je la rattrape et on commence à discuter un peu. Et comme je préparais... Non, pas du tout pour ça. L'objectif était beaucoup plus prosaïque que vous le croyez, même pas... Non, c'était pas de conclure, c'était de la doubler et de montrer que j'étais le mec et qu'elle devait rester derrière. C'était encore plus archaïque. Malheureusement, elle était un petit peu plus forte que moi. Alors on a quand même discuté un peu et je lui dis mais pourquoi vous courez? Elle me dit c'est parce que ça me fait plaisir. Je lui dis non, faux. Tous les coureurs à pied, surtout les marathoniens, parce qu'elle préparait le marathon comme moi, savent bien que se mêle cette réponse générale, quand on creuse un peu, elle ne reflète pas la réalité des choses parce que c'est un défi qu'on s'est fixé, mais on souffre beaucoup. Parce qu'il faut sortir 3 ou 4 fois par semaine, parce que parfois il fait froid, parce qu'on n'a pas envie. Donc, oui, on connaît ce qu'on appelle le high run, parfois, au bout d'1 heure et demie de course, il y a des endorphines où on se sent bien, mais il y a quand même beaucoup de souffrance aussi, il y a beaucoup d'efforts, il y a beaucoup de combats contre soi-même. Et le coureur qui veut se donner des objectifs, il est obligé de donner une discipline de vie. Pour revenir à la question du plaisir, dans toutes les activités humaines qui demandent un effort, le sport... Ça peut être passer un concours, ça peut être écrire un livre, ça peut être... Il y a un mélange entre des épreuves qu'on s'inflige et donc une certaine part de douleur qui va être payée d'une récompense ultime. Après, peut-être, mais donc, là aussi, il y a bien imbrication entre les deux. C'est-à-dire, comme on le dit couramment, il faut parfois se faire du mal pour se faire du bien. Et une vraie récompense de plaisir se paye parfois au prix d'une souffrance antérieure. Donc vous voyez que c'est ambigu, cette notion de bonheur. Deuxièmement, on peut retenir quand même que le bonheur idéal, total, universel, c'est une illusion. Voltaire disait, il n'y a pas de bonheur, il n'y a que des instants de bonheur. Alors peut-être quand même qu'il y a des gens, et c'est la troisième conclusion, qui sont plus heureux que des autres, parce qu'il y a des conditions quand même
assez robustes au bonheur. On en a vu certaines qui sont peut-être de nature biologique ou évolutive. Et puis il y en a d'autres qui sont liées aux conditions sociales, le niveau de revenu, les croyances religieuses, le travail, la vie en couple. Et puis, est-ce qu'il existe un apprentissage du bonheur ? Personnellement, je serais plus sceptique. Je dirais que les philosophes, ils nous ont appris plutôt à supporter la souffrance. Mais pour l'expérience que j'en ai, parce que j'en connais un certain nombre de philosophes du bonheur qui vendent plein de livres sur des recettes du bonheur, j'en connais aucun qui est heureux. Personnellement, j'en connais aucun. Je connais Michel Onfray, je connais Christophe André, je connais ça. C'est tous des gens qui mènent des combats. D'ailleurs, quand on écrit 2 livres par an et qu'on se mène un combat, ça, c'est que... Bon, mais ça, c'est une autre question. J'aurais pas dû m'embarquer là-dessus, de dénoncer les collègues. En plus, vous m'avez dit que ça allait passer sur Internet. Ça fait rien. L'accomplissement est un point important. Oh, puis je vais arrêter là. Hein. Ouais, je vais arrêter là. Oui, alors, excusez-moi, donc je vous le redis, hein, je me fais un petit peu ma promo quand même. Soit vous allez voir dans Sciences Humaines, vous allez pouvoir trouver des choses sur le bonheur, soit je vais mettre en ligne la semaine prochaine sur mon blog, qui s'appelle La 4e question, le texte de cette conférence ou un article qui s'appelle Les lois du bonheur. Je l'ai écrit comme ça. Pourquoi la 4e question ? C'est le nom de mon blog. Et là encore, je vous donne un petit truc à glisser dans vos devoirs de philosophie, si vous en avez un à faire sur le bonheur. Emmanuel Kant disait que toute la philosophie, toute l'histoire de la philosophie se résumait à 4 questions. Première question, que puis-je connaître ? Que dois-je faire ? Que m'est-il permis d'espérer ? Et une 4e question, c'est qu'est-ce que l'homme ? Moi, je préfère dire qu'est-ce que l'être humain ? Alors, que puis-je connaître ? C'est la philosophie de l'esprit. Que dois-je faire ? C'est qu'est-ce que je dois faire de ma vie ? Donc, philosophie de l'esprit, c'est recherche de la vérité, recherche de la connaissance, d'une méthode pour bien penser. 2, que dois-je faire ? Est-ce que le but de la vie, comme disait Aristote, c'est le bonheur, le bien, le souverain bien ? Ou est-ce que c'est de s'accomplir ? On l'a vu à l'instant, s'accomplir, réaliser quelque chose, c'est pas forcément toujours synonyme de bonheur. On peut se fixer des objectifs dans la vie, juger, faire des choses importantes dans le domaine musical, créatif, artistique, architectural, politique, qui ne sont pas forcément du bonheur personnel, mais qu'on juge important. Un 3e objectif de la vie, c'est d'être quelqu'un de bien. C'était le but de Emmanuel Kant qui disait non, 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 le but de l'être humain, c'est pas d'être heureux, c'est de faire le bien. Et si j'avais eu le temps de parler de l'histoire du bonheur, j'aurais expliqué que finalement c'est une idée nouvelle. En Occident, disait Saint-Just, c'était le révolutionnaire qui a fait couper beaucoup de têtes au passage, disait le bonheur pour tous, c'est une idée nouvelle en Occident. Donc, il y a plusieurs formules de l'existence, l'accomplissement, le bonheur, la dignité, et puis, 3e question de Kant, que m'est-il permis d'espérer ? Bonheur terrestre, bonheur dans l'au-delà, et à la fin de sa vie, il dit toutes ces questions-là, ces 3 premières questions, que puis-je connaître, que dois-je faire, que m'est-il permis d'espérer, se résume à une 4e, c'est qu'est-ce que l'être humain ? Qu'est-ce que l'homme, disait-il ? C'est le nom de mon blog, je l'appelle la 4e question, voilà pourquoi je l'appelle comme ça, parce que c'est le début des sciences humaines, et j'espère vous avoir montré que les sciences humaines apportent des éclairages sur l'être humain, et peut permettre de reprendre sous un regard nouveau des vieilles questions philosophiques ou d'adolescents. Voilà, merci. Merci à toi en tout cas de ce très beau panorama qui va effectivement être après repris, approfondi et décliné donc, dans les différentes journées.